C'est bon? Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour ceux qui le sont, et merci à ceux qui sont connectés également. Je voudrais tout d'abord rappeler que nous prévoyons de filmer ce point presse et ensuite de le diffuser sur les réseaux sociaux. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si cela vous posait une difficulté, merci de nous le signaler, mais d'emblée, c'est la règle que nous souhaiterions appliquer. Avant de dérouler la trame que j'avais présentée la semaine dernière sur les points presse, je voudrais très rapidement revenir sur les questions que vous aviez posées, mesdames et messieurs les journalistes, et auxquelles nous n'aurions pas apporté dans les jours qui ont précédé de réponses, sachant que plusieurs réponses ont déjà fait l'objet d'un échange entre les équipes de communication du ministère et vous-même. Donc je reviens sur 4 questions qui, à ma connaissance, n'ont pas fait l'objet de réponses vers vous. La première était de Madame Leroy, Europe 1, l'entreprise qui fabrique les systèmes de détection IED portatifs que nous avions présentés, et la société italienne CEIA, qui est une société spécialisée en détection électromagnétique et qui fabrique tous ces composants. Deuxième question, Monsieur Tanguy, toujours sur les IED, quid des tendances et des recherches dans cette matière? Sans être trop long, 3 axes spécifiques de travaux. Tout d'abord, la collaboration entre des détecteurs aéroportés et des détecteurs au sol. Deuxième axe, les questions de fusion de données et d'extraction de renseignements, étant donné la masse de données que nous recevons de nos capteurs. Et troisième axe, évidemment, la robotisation des engins qui sont les plus exposés. Troisième question, Madame Leroy, Europe 1, le montant de la commande Serval. Le montant que je vais vous donner recouvre la commande concernant 920 véhicules, plus d'autres véhicules complémentaires potentiels et des prestations type logistique initiale, formation. Ce montant s'élève, et c'est le montant maximal du marché, ce qui veut dire que c'est ce qu'on dépensera au plus concernant ces développements et ces fabrications de blindés Serval. Le montant est de 2,175 milliards d'euros, donc 2 milliards 175 millions d'euros. Et dernière question, Monsieur Tanguy, sur les commémorations des 30 ans de la guerre du Golfe. On avait évoqué l'insertion dans les collections du musée de l'air et de l'espace du Jaguar, c'est du passé. À venir, le 27 février, une cérémonie présidée par la ministre déléguée au monument OPEX dans le 15e arrondissement, au parc André Citroën, à une heure qui est 16h, et ensuite un ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe à 18h30. Sur cette thématique des 30 ans de la guerre du Golfe, il y a aussi beaucoup d'événements mémoriaux qui seront organisés par le CPAD, par la DPMA et évidemment par les associations du monde combattant. J'y reviens pas, mais on peut en parler plus en détail en dehors de cette réunion. Premier point donc de ce point presse, les points d'actualité. C'est une semaine qui a été marquée évidemment par les vœux du président de la République aux armées, par les vœux ce matin de la ministre et par l'audition de la ministre hier sur Barkhane au Sénat. Je voudrais présenter les regrets et les excuses du ministère des Armées pour la mauvaise retransmission ce matin des vœux de la ministre. Je sais qu'à peu près un tiers de la présentation n'a pas été retransmise en direct à cause d'un souci technique, un boîtier 4G qui a été défaillant. Je vous prie de nous en excuser. Le discours écrit a été diffusé, lui, et incessamment, vous aurez la vidéo qui sera mise en ligne sur les réseaux sociaux. Donc ce point d'actualité majeur, c'est celui de l'actualisation de la revue stratégique. C'est l'objet du briefing thématique que nous aurons tout à l'heure avec Madame la directrice générale de la DGRIS, que je remercie d'être ici. Je signalerai simplement que le président de la République a demandé, suite à l'actualisation de cette revue stratégique, à la ministre des Armées de mener au cours des prochains mois un point d'étape approfondi avec la représentation nationale pour discuter des évolutions de ce contexte stratégique et des éventuelles adaptations capacitaires de la loi de programmation militaire. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Madame Guiton. Point d'actualité numéro 2, outre cette actualisation de la revue stratégique, la livraison d'un congélateur qui permet de stocker des vaccins à une température de moins 80 degrés en Guyane. C'est un A400M qui a décollé d'Orléans le 18 janvier et qui a livré au centre hospitalier de Cayenne ce congélateur le 19 janvier. Voilà, je redis la ligne qui est celle du ministère des Armées. Nous restons à la disposition du ministère des Solidarités et de la Santé pour aider dans l'accompagnement de la gestion de la crise Covid. Troisième point d'actualité, un point culturel, les galons de la BD. Vous vous en souvenez peut-être, ce prix de la bande dessinée du ministère des Armées avait été créé en octobre 2020 par Madame Parly et par Madame Dariussec. Nous avions présélectionné 20 ouvrages et désormais nous arrivons à une sélection plus courte de 6 ouvrages qui concourent pour en réalité 2 prix, le Grand Prix doté de 6 000 € et le prix Histoire doté de 3 000 €. Ces prix seront décernés en mars 2021.
Le jury est composé de professionnels du ministère des Armées et de passionnés du ministère des Armées en matière de bande dessinée. Je ne serai pas trop long, mais je voudrais juste qu'on passe les premières de couverture des BD dont nous parlons, dont je vous recommande la lecture. Donc, la première est une BD qui traite... Je vais m'excuser... qui s'appelle « À main nue » et qui traite de Suzanne Noël, qui était une médecin spécialiste de la chirurgie réparatrice et qui a beaucoup contribué à soigner des blessés de la Grande Guerre, qu'on appelait les gueules cassées. Donc voilà, ces protocoles chirurgicaux révolutionnaires sont détaillés et l'histoire de cette femme est expliquée dans cette bande dessinée. La deuxième, c'est l'histoire de la bombe atomique, sa conception scientifique, les arbitrages politiques qui ont été rendus, le contexte sur place à Hiroshima. Donc on y croise Oppenheimer, Fermi, Einstein, Roosevelt, Truman, toutes les personnalités finalement qui ont fait l'histoire de la bombe. C'est une somme de 450 pages extrêmement intéressante. Le troisième ouvrage, Les damnés de la Commune, traite de la semaine sanglante, donc la dernière semaine de la Commune de Paris en 1871, lors de laquelle des exactions, des procès, des déportations ont eu lieu. C'est cette histoire qui est narrée dans cette bande dessinée. Quatrième bande dessinée, L'homme qui tua Chris Kiley. Chris Kiley était un sniper des Navy Seals qui, au retour de la guerre d'Irak, s'est investi dans l'accompagnement et l'aide aux militaires qui revenaient d'Irak et qui avaient des difficultés, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Et l'un d'entre eux, l'un des gens qui l'aidait, qui l'accompagnait, l'a assassiné. Et donc c'est l'histoire de ce crime et de ses conséquences qui est racontée dans cette bande dessinée. Avant-dernière bande dessinée sélectionnée sur le thème du fantastique, avec comme personnage principal un général napoléonien, le général Armand-Augustin Louis de Caulaincourt, et l'histoire se passe pour une bonne part en Russie. Dernier livre, Puisqu'il faut des hommes, qui traite de la question des soldats de retour de la guerre d'Algérie. Dans un même village, deux hommes qui avaient l'un combattu en Algérie et l'autre qui était davantage dans des bureaux en Algérie, reviennent au village, et donc ce sont ces deux histoires qui sont confrontées. Voilà, je m'arrête là sur ce point culturel. Ensuite, je passe à l'agenda des ministres. Alors, d'abord, aujourd'hui même, Madame Darrieussecq préside un comité directeur sur les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite, vous vous en souvenez, c'est un dispositif gouvernemental qui n'est pas nouveau, qui date de 2008, qui consiste à créer des ponts entre l'enseignement supérieur et des élèves plutôt doués, mais de milieux plutôt défavorisés dans les niveaux inférieurs. Donc concrètement, il y a une tête de cordée, ça peut être une grande école, ça peut être un IUT, ça peut être une université, et puis il y a des encordés, ça peut être des collèges, ça peut être des lycées. Et donc, il y a des séances d'ouverture culturelle, il y a des séances de tutorat, l'idée étant de donner envie d'accéder à des études supérieures pour les jeunes que j'ai indiqués. Donc ce comité de direction que préside Madame Darrieussecq, il est là pour faire le point de ce dispositif à un moment où le gouvernement a décidé de doubler le nombre de bénéficiaires de ce dispositif cordée de la réussite et de faire un focus sur ce que nous faisons, nous, grandes écoles de la défense, dans ce dispositif. Comment est organisée la gouvernance, comment on pilote ce processus, quel argent on peut y consacrer, sachant que dans le cadre de France Relance, 10 millions d'euros ont été consacrés, pas spécifiquement pour le ministère des Armées, mais pour l'ensemble du dispositif, aux cordées de la réussite. Voilà, demain, la ministre des Armées est à Toulon. Je l'avais déjà dit la semaine dernière. C'est la 15e fois qu'elle se rend à Toulon. Toulon, première base navale de France, c'est même le premier port militaire européen. Et la base de défense de Toulon, au-delà de l'emprise de la ville, compte 22 000 agents civils et militaires. Et donc c'est la plus grande base de défense du ministère des Armées. Elle visitera, comme je l'avais indiqué, une unité de la sécurité civile. Ensuite, elle inaugurera une maison Athos, qui était au cœur de notre point presse de la semaine dernière. Elle se rendra dans l'espace Atlas dont nous avions parlé la semaine dernière, puis elle passera à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. J'anticipe une potentielle question. Nous n'avons pas de date précise pour un déplacement en Grèce, qui est néanmoins toujours dans le viseur de la ministre et de son agenda. Dès que nous aurons une date consolidée à vous donner, nous vous la donnerons. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Le mardi 26 janvier, la ministre s'entretiendra avec le chef d'état-major des armées à midi. La ministre déléguée, quant à elle, présentera ses vœux à 11h. Elle le fera depuis l'Historial de Gaulle au musée de l'armée.
Elle conclura une année 2020 qui a été très riche au plan mémoriel, notamment avec les 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Le mercredi, c'est une matinée classique de Conseil de défense et de Conseil des ministres. Puis la ministre des Armées présidera un comité exécutif consacré à l'Europe. Et enfin, en fin de journée, la ministre s'entretiendra avec Pierre-Éric Pommelet, PDG de Naval Group. Les sujets, vous l'imaginez, ne manquent pas, qu'on parle de la Perle, des sous-marins australiens, du calendrier des Barracuda, etc. Le lendemain, à midi, la ministre des Armées rencontrera son homologue espagnol, avec un E, Madame Robles, pour un déjeuner de travail et une réunion bilatérale à l'hôtel de Brienne, où les petits honneurs lui seront rendus et où un tour image sur la forme donc sera organisé. Sur le fond, je rappelle simplement que l'Espagne est un partenaire absolument majeur de la France au plan de sa politique de défense. L'Espagne a intégré le SCAF en 2019. Ils sont déjà insérés dans les études d'architecture et les études de recherche et technologie. L'Espagne est un contributeur important sur Barkhane. 15% des transports intra-théâtres, que ce soit du fret ou des personnes, sont assumés par des avions espagnols, en l'occurrence 2 CASA qui sont stationnés à Dakar. L'Espagne est aussi membre de l'initiative européenne d'intervention et est une contributrice aux initiatives EUTM, que ce soit au Mali, en République centrafricaine, en Somalie. Voilà, donc un partenaire de fond sur lequel nous comptons beaucoup pour la construction de l'Europe de la défense. Le jeudi, la ministre des Armées présidera un COMEX dédié aux questions d'infrastructure. Alors les infrastructures, c'est un sujet à la fois méconnu, complexe et passionnant. Et derrière les chiffres, qui sont généralement la première chose qu'on donne quand on parle d'infrastructure, je voudrais juste donner quelques illustrations de ce qui est fait concrètement en 2021 en matière d'infrastructure. 2 grands volets, il y a l'infrastructure entre guillemets à hauteur d'homme, les logements pour les militaires. Alors là, je voudrais donner quelques exemples. On engage en 2021 237 millions d'euros de travaux. C'est le double de ce qu'on avait fait en 2019. En 2021, on va livrer 2250 places d'hébergement. Quelques exemples. À Saint-Mexin-l'École, pour l'armée de terre, 100 places, un projet de 12 millions d'euros. Pour la Marine nationale, à Lorient, 200 places, un projet de 11 millions d'euros. Et pour l'armée de l'air et de l'espace, à Saint-Dizier, des réhabilitations de logements existants à hauteur de 3,5 millions d'euros. Ça, c'est pour la partie hauteur d'homme, logement militaire. Pour la partie infrastructure opérationnelle, on accueille des nouveaux équipements, ça ne vous aura pas échappé. Il faut donc adapter nos infrastructures, notamment au sein de l'armée de terre pour accueillir le programme Scorpion et les équipements qui lui sont associés. Donc je citerai l'accueil des Griffons au 13e bataillon de chasseurs alpins à Saint-Alban. Ce sera inauguré en mars 2021. C'est un projet à 17 millions d'euros. À Cangeverse, au 1er régiment de chasseurs d'Afrique, des bâtiments qui accueillent un simulateur Jaguar et Griffon. Ce sera livré en juin 2021. C'est un projet à 4,5 millions d'euros. À Landivisio, au sein de la Marine nationale, une 3e flottille Rafale va prendre possession de bâtiments et d'air aéronautique. C'est un projet de 30 millions d'euros qui sera inauguré ce mois-ci, en janvier 2021. À Brest, toujours dans le Finistère, on crée un second ponton pour les frégates multimissions. Projet à 18 millions d'euros, livraison en mars 2021. Et j'en termine là, à Évreux, pour l'escadron de transport franco-allemand, les C-130J, des infrastructures à hauteur de 67 millions d'euros qui seront inaugurées en novembre 2021. On a préparé une petite plaquette sur qu'est-ce que c'est les infras concrètement au ministère des Armées. On va vous la diffuser en fin de point presse. Et ça reprendra les éléments que je vous ai indiqués là. Toujours le jeudi de la semaine prochaine, à 18h, la ministre des Armées se rendra au lancement de la campagne de recrutement de la Marine nationale. Elle l'avait déjà fait pour l'armée de terre, elle le fait donc là pour la Marine nationale. Rappelons que la Marine a recruté 4000 personnels en 2020, dans un contexte de crise sanitaire que je ne rappelle pas, mais malgré ça, on a réussi à recruter 4000 marins. Au niveau du ministère des Armées, qui, je le rappelle, est le premier recruteur, tout recruteur confondu, de France. On a réalisé 25 000 recrutements en 2020 et on en prévoit 26 000 en 2021. Du CAP au Bac+8. Un point qui nous semble important, c'est le nombre d'apprentis qu'on a accueillis et qui a été porté à 2000 en 2020. C'est 25% de plus qu'en 2019. C'était particulièrement important parce que pour ces apprentis qui sont pour partie en cursus universitaire et pour partie
sur le terrain chez nous, eh bien, quand la partie cursus universitaire se faisait très largement en distanciel, on a gardé un lien physique concret avec eux, qui, je crois, leur a bénéficié grandement en matière de formation. Bon, par ailleurs, je rappelle qu'on est extrêmement impliqué sur les questions d'insertion professionnelle, qu'on parle du service militaire adapté, du service militaire volontaire, qu'on prenne l'exemple du BTS Cyber qui a été créé au lycée de Saint-Cyr, l'école. On est vraiment très mobilisé sur cette question de l'insertion professionnelle des jeunes Français. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'agenda. Auriez-vous des questions, Monsieur Cognard? Franck Cognard de France Info. Est-ce que le cabinet de la ministre a déjà pris contact ou a déjà des contacts avec le nouveau secrétaire d'État à la Défense américain, dont le nom m'échappe, Lloyd Austin? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui est prévu, qui est dans les tuyaux pour les jours ou les semaines à venir? Parce qu'il y a des dossiers urgents, évidemment. Ça arrivera forcément dans les semaines qui viennent. Maintenant, je crois ne pas me tromper en disant qu'il n'y a pas encore de date ferme prise à ce stade. Je vérifierai et nous reviendrons vers vous. Autre question sur l'agenda? Dans ce cas, je vous propose de passer au briefing thématique sur l'actualisation de la revue stratégique. Et je vais céder la parole à Madame Alice Guiton, qui est la directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Merci beaucoup. Je suis ravie de venir vous présenter effectivement l'actualisation stratégique 2021. Alors tout d'abord, pourquoi cette actualisation? On sait que la dernière édition de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale remonte à l'automne 2017. Et dans la continuité des vœux du président de la République, ce mardi 19 à Brest, la ministre des Armées a rappelé ce matin combien notre environnement international était devenu plus complexe, plus incertain et plus dangereux. Aussi, face à la perception d'une accélération des tendances stratégiques déstabilisatrices et dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, il était donc apparu nécessaire d'actualiser nos analyses en prenant pleinement en compte le fait que depuis 2017, un effort conséquent a été engagé pour garantir la remontée en puissance de nos armées, concrétisée par une loi de programmation militaire 2019-2025 ambitieuse. Alors l'objectif de ce travail d'actualisation stratégique était triple. Tout d'abord, faire le point sur les menaces actuelles et leur aggravation. Deuxièmement, dresser le bilan des efforts mis en œuvre pour s'adapter à l'échelon national, comme avec nos partenaires et alliés. Et puis troisièmement, évaluer les actions nécessaires pour faire face aux défis qui sont devant nous. Alors quels sont les constats, les principaux éléments que nous relevons aujourd'hui? Tout d'abord, un certain nombre de confirmations. Les grandes menaces que nous avions identifiées en 2017 restent d'actualité. Le terrorisme djihadiste, pour commencer, continue de nous menacer. Il est peut-être moins visible, mais il reste tout aussi prégnant. Et nous courons aujourd'hui le risque de laisser se reconstituer des sanctuaires. Deuxièmement, la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs se poursuit. Cette prolifération se déploie aussi avec l'extension et la diversification de la menace bactériologique et chimique, avec des puissances qui utilisent de manière répétée des agents chimiques comme armes de guerre sur les théâtres d'opération ou à des fins d'empoisonnement. Troisièmement, la compétition stratégique militaire s'intensifie toujours, avec au premier rang des puissances comme la Russie ou la Chine. Ces puissances exploitent l'intégralité des champs de confrontation, en particulier dans des domaines qui se prêtent aux agressions ambiguës, comme le cyber et l'espace, et n'hésitent pas non plus à manipuler l'information. Alors plus précisément, s'agissant de la Russie, on sait qu'elle est devenue une puissance opportuniste et agile, adossée à des capacités militaires modernisées et manifestant sous de multiples formes ses capacités d'intimidation stratégique. Et l'on en voit les effets observés de l'Arctique jusqu'en Afrique, en passant par la Méditerranée. S'agissant de la Chine, elle est à la fois compétiteur économique, partenaire de premier plan, mais aussi rival systémique selon les situations. Elle affirme pour sa part de plus en plus nettement ses ambitions stratégiques et elle n'hésite plus à assumer sa rivalité avec Washington en déployant une diplomatie active, agressive et globale. Au-delà de ces confirmations de tendances qui se sont accélérées, on voit aussi de nouvelles tendances se profiler, s'amplifier, notamment le développement et la généralisation des stratégies hybrides qui cherchent à exploiter les vulnérabilités de nos sociétés ouvertes, démocratiques, tolérantes. Certaines puissances régionales, comme l'Iran ou la Turquie, s'enhardissent et recourent également à des modes d'action hybrides pour affirmer leurs intérêts, au prix parfois d'un aventurisme militaire grandissant. Un autre phénomène qui s'amplifie,
c'est la fragilisation, voire la déconstruction de l'architecture de sécurité que nous avons héritée après la fin de la guerre froide. Il revient désormais aux Européens, à ce titre, d'engager avec la nouvelle administration américaine un dialogue constructif sur l'avenir de la stabilité stratégique en Europe, qui représente aussi un enjeu pour la Russie. Donc les constats sont ceux effectivement d'une accumulation des menaces et des risques, mais aussi de leur simultanéité, et enfin d'un rapprochement du continent européen. Alors depuis 2017, le ministère des Armées s'est adapté de façon pragmatique en élaborant notamment plusieurs stratégies spécifiques. Stratégie cyber en 2018, stratégie spatiale de défense en 2019, stratégie énergétique en 2020, ou encore stratégie de défense dans l'Indo-Pacifique également en 2020. Ces différentes stratégies, elles s'inscrivent aussi dans le contexte plus large de l'adaptation de notre stratégie de défense et de dissuasion engagée par le président de la République dans son discours du 7 février dernier à l'école de guerre. Autre action majeure que nous avons menée depuis 2017, c'est la mobilisation de nos partenaires et de nos alliés au profit de la défense de l'Europe, qui repose sur 3 piliers, l'OTAN, l'Union européenne et les coopérations bilatérales et plurilatérales. L'OTAN demeure le fondement de la défense collective du continent européen et du lien transatlantique. Elle doit se doter, selon les termes de l'actualisation stratégique 2021, d'un contrat politique modernisé qui permette aux Européens de faire valoir leurs préoccupations de sécurité et d'assumer une part croissante d'efforts et de responsabilités. Ces dernières années ont aussi vu des progrès sans précédent en matière de défense à l'Union européenne, avec le lancement de la coopération structurée permanente, du Fonds européen de défense au niveau capacitaire et opérationnel, ou encore plus récemment de la Facilité européenne de paix. Alors les Européens commencent également à converger autour d'intérêts communs. J'en souligne quelques exemples. L'initiative européenne d'intervention, impulsée par le président de la République, afin de promouvoir une culture stratégique européenne partagée. Deuxièmement, devant nous, l'exercice de la boussole stratégique de l'Union européenne, qui a vocation à donner un socle commun et un cap d'action, et qui se conclura sous présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Enfin, un grand nombre de rapprochements industriels et capacitaires dimensionnants avec plusieurs de nos partenaires européens dans les domaines terrestres, navals et aériens, comme le lancement des programmes MGCS et SCAF, par exemple, ou le projet Poséidon. Quelle déclinaison vers l'avenir envisagée dans cette actualisation stratégique 2021 ? Tout d'abord, la question de la souveraineté européenne est au cœur de nos efforts, avec pour objectif d'accroître notre indépendance technologique industrielle, d'identifier les infrastructures et les domaines à préserver des prédations et influences extérieures. Les Européens doivent aussi pouvoir répondre ensemble aux agressions hybrides. En fait, face aux stratégies de nos compétiteurs qui multiplient ces actions en zone grise, nous devrons être en mesure d'anticiper, de détecter et, le cas échéant, d'attribuer les actions adverses afin de les décourager et d'en limiter les effets. Nous devrons aussi faire preuve de résilience. La pandémie a souligné l'importance, à ce titre, d'un outil militaire polyvalent, capable de renforcer la résilience de la nation et de s'engager dans une grande variété de situations critiques, depuis les catastrophes naturelles ou environnementales jusqu'aux attaques terroristes en métropole ou dans les Tromcoms. Ces défis nous amènent à considérer une nouvelle fonction stratégique, celle de protection-résilience. Ensuite, après 30 ans de stagnation ou de baisse, il est clair qu'il convient de poursuivre la remontée en puissance de notre défense avec 3 objectifs repris dans l'actualisation stratégique. D'abord, disposer d'un modèle d'armée complet, étoffé et capable d'agir dans les champs matériels et immatériels et sur le spectre d'intervention le plus large possible, du contre-terrorisme au conflit de haute intensité en passant par la réponse aux attaques hybrides. Et c'est ainsi que nous pourrons garantir notre liberté d'action et entraîner plus facilement nos partenaires à nos côtés. Deuxièmement, consolider notre base industrielle et technologique de défense, qui est un acteur majeur de l'économie française, 10% de l'industrie, plus de 20% de la R&D, 11% des exportations, environ 200 000 emplois directs et indirects. Et enfin, préparer la guerre de demain en poursuivant la remontée en puissance vers l'ambition 2030, afin de renouveler les capacités nécessaires au-delà de 2030 et faire face aux défis de la haute intensité. Voilà, pour conclure cette présentation, je dirais que face à l'ensemble des menaces évaluées, le risque qui nous guette, européen, est celui du déclassement stratégique,
puisque effectivement, alors que les conséquences de la crise économique de 2008 sur les budgets de défense viennent à peine d'être corrigées, nous ne pouvons pas nous permettre de les réduire à nouveau aujourd'hui, alors que, comme je l'indiquais, ces menaces sont plus prégnantes que jamais. Nous devons donc agir maintenant pour garantir notre capacité future à titre national comme en tant qu'Européens et nous affirmer comme des acteurs crédibles, capables de peser, d'avoir un mot à dire dans la compétition stratégique. L'actualisation stratégique 2021 le dit enfin clairement, nous ne pouvons relever tous ces défis seuls. Nous devons au contraire, là aussi plus que jamais, chercher à fédérer nos partenaires et alliés, avec l'opportunité dès maintenant de chercher à bâtir avec la nouvelle administration américaine une relation forte et mutuellement bénéfique. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. J'ajoute juste quelques mots et on prendra les questions ensemble juste après. La Directrice Générale des Relations Internationales et de la Stratégie a souligné à quel point le contexte s'était encore dégradé depuis 2018, année lors de laquelle la loi de programmation militaire a été promulguée. Donc la question qui vient maintenant, c'est qu'une fois qu'on a mis à jour, actualisé cette revue stratégique, comment concrètement cela se décline-t-il au sein de la loi de programmation militaire ? Le président de la République a été clair, il a confirmé l'ambition de la loi de programmation militaire qui consiste à réparer et à préparer nos forces armées aux ambitions opérationnelles de 2030. Donc la LPM reste le socle de notre effort de défense, conserve toute sa pertinence et cet effort doit être poursuivi. Néanmoins, les inflexions stratégiques qui ont été présentées par la directrice générale vont nous amener à accélérer sur certaines capacités. Le travail commence tout juste, mais on peut d'ores et déjà mettre en exergue 3 domaines principaux dans lesquels il faudra intensifier et accélérer nos efforts. Le premier domaine, c'est celui de la détection des menaces, de leur attribution et de la façon de les contrer dans des espaces de conflictualité nouveaux, l'espace, le cyber, le numérique et les fonds marins. Le deuxième pilier, c'est l'axe que donnait Madame la Directrice Générale, protection, résilience. Il faut encore mieux protéger nos forces, encore mieux protéger notre territoire national, et cela passera par des efforts particuliers dans les domaines de la santé, dans les domaines de la maîtrise du risque nucléaire, bactériologique, chimique et radiologique, et dans le domaine de la lutte anti-drone. On a devant nous des grands événements qui vont arriver sur le territoire national dans les années qui viennent, je n'ai pas besoin de les mentionner. Et dernier pilier, c'est la préparation de nos forces armées, qu'il faut encore augmenter, encore améliorer face à des adversaires de plus en plus agiles, de façon à ce que nous soyons à même de faire face à l'ensemble du spectre des menaces. Voilà, donc ces 3 piliers sont des piliers qu'il est essentiel de maîtriser et de dominer pour garder l'avantage sur le terrain. Ces inflexions, on considère aujourd'hui qu'elles sont nécessaires. Maintenant, concrètement, il faut les traduire en équipement, en infrastructure, en études de recherche et technologie, en compétences. Donc le travail, il commence tout juste. Le président de la République et la ministre des Armées ont été clairs sur ce point. Le travail commence et la représentation nationale sera étroitement associée dans les mois qui viennent à ces travaux de suivi et travaux d'évolution, vous l'aurez compris, de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Voilà, on est maintenant à votre disposition avec Madame la Directrice Générale. Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. Tout d'abord, sur le point que vous abordez sur la discussion avec la représentation nationale et finalement la traduction budgétaire de ces orientations, au vu du contexte économique et des efforts déjà consacrés à la défense dans le cadre de la LPM, est-ce qu'on doit en déduire que ça va pousser à de nouveaux arbitrages au sein d'une enveloppe déjà déterminée, ou alors est-ce qu'on peut imaginer que le ministère va réclamer des sous en plus ? Madame Guiton, j'ai 2 questions pour vous. Tout d'abord, on nous a dit que cette actualisation de la revue stratégique avait occasionné des consultations avec certains partenaires, dont les Européens, et vous avez évoqué vous-même l'établissement de cette boussole commune à horizon 2022. Est-ce que vous avez bon espoir en tant que camp français, d'arriver à imposer, ou en tout cas convaincre nos partenaires européens de cette vision, de ces diagnostics que vous faites, en particulier sur l'importance du fait méditerranéen,
l'importance du flanc sud et pas uniquement du flanc est, etc. Ce type de questions qui reviennent régulièrement dans les discussions entre Européens et sur lesquelles on a du mal à se mettre d'accord. Et troisième question, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de prendre... je ne sais pas si on nous a envoyé l'intégralité de l'actualisation de l'ARS. J'ai juste vu les points clés, mais je n'y ai pas vu mention faite des États-Unis, de l'administration Trump et des 4 ans de cette administration qui ont clairement amené un désengagement américain sur la scène internationale, ce qui peut expliquer nombre de choses que vous évoquez, ainsi que clairement des tendances à la désinformation du président américain lui-même. Est-ce que vous en faites état dans cette actualisation? Merci. Je commence peut-être sur la première question, Madame Benoît. Ces inflexions capacitaires, cette intensification d'efforts s'inscrit dans une trajectoire budgétaire qui a été rappelée par le président de la République. C'est celle qu'on connaît. Il a confirmé les arbitrages budgétaires jusqu'en 2023. Et donc, c'est dans cette enveloppe-ci que nous travaillons. Pour être très concret, chaque année, pour des raisons diverses, des programmes sont retardés, des négociations durent, des négociations finalement se concluent par un montant des programmes moins élevé que ce à quoi on avait pu s'attendre. Donc chaque année, des marges de manœuvre peuvent être retrouvées pour réallouer ces enveloppes à des inflexions capacitaires qui sont celles que j'ai décrites tout à l'heure. Voilà, Alice. Merci pour ces questions. Les consultations que nous avons menées de nos partenaires font partie de la manière de nourrir notre propre analyse et nos évaluations. Et nous avons pu constater à l'occasion de ces consultations que grand nombre de nos évaluations étaient partagées par nos partenaires européens, par nos alliés majeurs, y compris les États-Unis, au regard de cette compétition stratégique décomplexée que l'on constate, au regard des ruptures technologiques que l'on constate, et aussi des difficultés à consolider pour l'avenir la stabilité stratégique mondiale, vu la déconstruction des normes et les défis posés, par exemple, à la liberté d'accès aux grands domaines, notamment le domaine maritime. Face à cela, quelle est notre capacité à entraîner les Européens dans une vision cohérente, pleinement assumée de ces différentes menaces qui s'accumulent de manière simultanée? Il semble que l'analyse commune progresse. La boussole stratégique est précisément un exercice visant à rassembler non seulement sur des constats de menaces à 360 degrés qu'il convient de traiter, mais aussi et surtout de décider comment les Européens vont se doter des capacités d'action, d'anticipation et de réponse en se prémunissant des interventions extérieures. Et c'est bien cela que l'on entend à travers la souveraineté européenne et le besoin d'une autonomie stratégique européenne renouvelée. S'agissant de l'administration Trump et de la manière dont les États-Unis ont pu susciter des questionnements sur la solidité de la relation transatlantique, l'actualisation stratégique y fait référence, notant l'imprévisibilité qui a pu être constatée, mais se tourne aussi vers l'avenir, comptant renouer rapidement un dialogue constructif avec l'administration Biden, de manière à ce que la relation transatlantique, qu'elle soit entre l'Union européenne et les États-Unis ou au niveau de l'OTAN, puisse se faire sur des bases saines, équilibrées et mutuellement bénéfiques sur l'ensemble des théâtres auxquels nous avons à faire face. Monsieur Tanguy. Oui, bonjour Madame Guidon, Jean-Marc Tanguy, indépendant. Je voudrais profiter de votre présence pour avoir un point de vue définitif sur ce qu'est la Task Force Takuba, parce que dont vous avez l'ingénierie, en fait, la responsabilité de l'ingénierie. Parce qu'en fait, de communication en communication, on est complètement perdu, en fait. La ministre en a parlé dans son point presse, et là, je lis un de ses tweets qui n'a pas moins de 3 heures. C'est peut-être pas elle qui l'a écrit, mais on apprend dans ce tweet que la Task Force Takuba, ce sont les forces spéciales issues de 8 pays européens. La Suède, la République tchèque, l'Estonie, l'Italie, le Danemark, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas. Reconnaissez avec moi que quand on lit ça, on est vraiment perdu, puisqu'on ne comprend pas en fait qui est déployé, qui fait partie de l'esprit politique de la Task Force Takuba. C'est peut-être ce que veut dire ce tweet. Mais sinon, on ne comprend plus rien en fait à qui fait quoi. Et je voudrais profiter de votre présence pour l'entendre peut-être de votre bouche, qui en effet aujourd'hui est déployé. Ça, on croit à peu près savoir qui est déployé, qui est en effet dans le mouvement politique actif de Takuba et qui soutient mais sans faire quoi que ce soit. Et comme vous avez l'ingénierie de ce projet qui a bien avancé en 2 ans, je voudrais l'entendre de votre bouche, si c'est possible. Merci, madame.
Je vous remercie pour cette question. La Task Force Takuba effectivement réunit 8 pays européens qui participent, y compris sous l'angle de la solidarité financière, à la montée en puissance de cet effort de formation, d'accompagnement au combat des forces maliennes. Les différents pays prennent une part active selon un calendrier, un séquençage qui est étalé dans le temps et qui est conduit effectivement à certains à être déjà déployés sur le terrain, d'autres se préparer à l'être. Nous avons un échange constant avec l'ensemble de ces pays pour les réunir et faire en sorte qu'effectivement ils bénéficient de tout l'appui nécessaire sur place pour faciliter leur montée en puissance. Et l'engagement pris, c'est bien celui d'aguerrir un certain nombre de forces spéciales des pays intéressés pour effectivement monter en puissance sur des actions de conseil, d'accompagnement au combat, qui aujourd'hui ne sont pas encore du niveau de celles des missions de formation que l'Union européenne est capable de déployer. Donc la Task Force Takuba démontre que les Européens sont prêts à s'engager et ils le font de multiples manières, en déployant des forces, en déployant des capacités et en apportant un soutien politique. Je voudrais juste redire sur ce point que la ministre me semblait avoir été assez précise hier en audition. Donc je vous rapporte peut-être, et je ne vais pas faire l'offense de le lire ici, mais à ce qu'a dit précisément la ministre sur Takuba hier en audition au Sénat, avec des chiffres, des nombres de soldats impliqués, qui est dans la partie, je dirais, politique, qui est dans la partie opérationnelle. Je vous renvoie à ces éléments-là du propos liminaire de la ministre hier. Monsieur ? Oui, une question sur l'architecture de sécurité. Parce que vous avez parlé de la déconstruction des normes, de la fin de FNI, ciel ouvert qui va pas très bien, New Start qui sera probablement pas prolongé tout de suite, ou en tout cas il y a des incertitudes. En revanche, il y a une norme qui apparaît, c'est la norme portée par le TIAN, enfin le traité d'interdiction sur les armes nucléaires, qui rentrera en vigueur demain. Quels effets vous anticipez du TIAN, à la fois sur la France et puis au-delà sur les puissances dotées et les puissances non dotées ? Je vous remercie pour cette question. Le traité d'interdiction des armes nucléaires rentrera effectivement en vigueur demain. Le Conseil de l'Atlantique Nord, qui réunit l'ensemble des alliés, a pris récemment une position très claire à travers une déclaration qui explique qu'en tant qu'alliance nucléaire, les membres de l'OTAN ne sont pas prêts à reconnaître ni à se rallier à un traité qui ne produira donc pas d'effet concret pour eux. C'est une ligne que nous continuons à défendre. Nous sommes tout particulièrement engagés à assurer que le traité d'interdiction d'armes nucléaires n'ait pas d'effet négatif, d'impact négatif sur une norme quasi universelle qui est le traité de non-prolifération, pour lequel une occasion majeure sera la conférence d'examen cet été, où l'on espère effectivement que la crédibilité de la norme et sa pleine mise en œuvre, ainsi qu'à travers les garanties de l'AIEA, pourra être respectée, sachant que dans ces différents efforts que nous conduisons de pédagogie sur le sujet, nous rappelons le bilan exemplaire de la France en matière de désarmement nucléaire et l'attachement qui est le nôtre à une approche complète du sujet qui s'inscrive dans le cadre d'une posture de dissuasion et de défense complète. Et je vous renvoie à ce titre au discours du président de la République du 7 février dernier à l'école de guerre, qui met aussi en perspective cet enjeu de traité d'interdiction des armes nucléaires avec une approche éthique. Bonjour, Jun Nagata, journaliste de l'agence presse japonaise Kyodo News. Je voulais poser quelques questions sur l'Indo-Pacifique. D'abord, l'actualisation stratégique montre la volonté de la France sur le développement de partenariats, surtout avec les pays partenaires stratégiques. Donc, je voudrais savoir comment vous allez approfondir concrètement des partenariats avec l'Inde, l'Australie et le Japon, et s'il y a des projets prévus pour les prochains mois ou pas. Et deuxièmement, la France donc, a annoncé sa stratégie peut-être comme premier pays européen. Et récemment, plusieurs pays européens, la Suisse, donc l'Allemagne, les Pays-Bas
ont leur propre stratégie Indo-Pacifique. Comment voyez-vous cette tendance? Est-ce que c'est la France qui les incite? Et je voulais savoir quelles sont les possibilités de coopération entre les pays européens dans ce domaine de l'Indo-Pacifique. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, en cohérence avec la stratégie de défense française en Indo-Pacifique, nous poursuivons un triple effort. Le premier qui est de renforcement de nos partenariats stratégiques majeurs avec l'Inde, le Japon, l'Australie, mais aussi un grand nombre d'autres pays, y compris d'Asie du Sud-Est ou du Pacifique, de manière à encourager l'émergence d'architectures de sécurité régionale constructives. Il y a de nombreux formats de coopération régionaux que nous encourageons, l'ASEAN, le Symposium de l'océan Indien, naval de l'océan Indien, l'IORA ou le SDPMM. Nous souhaitons aussi encourager nos partenaires européens à s'engager davantage, s'investir davantage en Indo-Pacifique, et nous accueillons les stratégies nationales développées par les Pays-Bas ou par l'Allemagne avec satisfaction. Il s'agit de monter en puissance pour développer ensemble, entre Européens, une approche qui effectivement met en valeur les solutions multilatérales pour stabiliser cet ensemble, ce vaste ensemble où la France, nation de l'Indo-Pacifique, a de nombreux intérêts à préserver. Deuxièmement, faire en sorte que cette approche multilatérale s'adosse au respect du droit international, en particulier lorsqu'on aborde les questions de liberté de navigation maritime et aérienne. Et troisièmement, dans une logique de respect de la souveraineté de l'ensemble de nos partenaires et dans une logique de non-intervention dans les différends qui peuvent exister, notamment les différends territoriaux. J'ajoute qu'il y a évidemment une dimension capacitaire. Il y a aussi la volonté d'engager des coopérations d'armement structurantes. Je noterai par exemple l'annonce en juillet 2020 du programme des futurs patrouilleurs océaniques qui devrait être aussi à même de garantir la sûreté de nos approches et d'accompagner nos partenaires dans la région. Donc c'est un effort global que nous poursuivons avec nos partenaires de la région, mais aussi nos alliés, dont les États-Unis. Y a-t-il d'autres questions pour cette partie sur l'actualisation de la revue stratégique? Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Et nous allons passer au point sur les opérations par le colonel Barbry. Bien, merci monsieur. Bonjour à toutes et tous. Je souhaitais juste revenir aujourd'hui sur et développer une actualité des opérations particulièrement denses en bande sahélo-saharienne cette semaine et sur un large spectre, que ce soit en termes de coopération avec les forces partenaires, un point sur Takuba justement et les actions de combat aéroterrestres. Alors tout d'abord, dans le cadre de la coopération-coordination avec la force conjointe du G5 Sahel, depuis leur poste de commandement avancé, déployé dans la région de Goron-Goron, comme indiqué à l'écran, le GTD Conti et la force conjointe du G5 Sahel coordonnent leurs opérations qui mettent en œuvre à la fois des sous-groupements tactiques des airs, des éléments tactiques interarmes, donc ETIA de la force conjointe du G5 Sahel, et le tout à la frontière donc malo-burkinabé, comme indiqué sur la carte. Deux exemples. Le premier, un des sous-groupements tactiques des airs de Conti et un ETIA malien, accompagné par une section des forces armées maliennes, ont mené durant plusieurs jours une manœuvre de reconnaissance offensive vers l'ouest de Goron-Goron. Et confrontés à un terrain difficile, ils ont pu surprendre l'ennemi à de multiples occasions, saisissant ainsi de nombreuses ressources. Deuxième exemple, toujours dans le cadre de cette coopération avec la force conjointe du G5 Sahel, un autre sous-groupement tactique des airs, toujours de Conti, en opération avec un ETIA, un autre, cette fois nigérien, ainsi qu'un bataillon des forces armées nationales burkinabé, a harcelé les groupes armés terroristes entre Wanzerbé, juste à la frontière au Niger, et la forêt de Bogal-Younou, cette fois-ci au Burkina Faso, et leurs actions au bilan, au Burkina, a facilité la détection et la neutralisation de plusieurs GAT. Deuxième point, parallèlement, nous avons connu des actions couronnées de succès du groupement Commando, puisque ce groupement de la force Barkhane a achevé sa patrouille et ses recherches d'action dans la profondeur dans la région ouest de Boulikessi, qui s'affiche maintenant à la carte, donc au Mali. Et ça lui a permis de saisir cette semaine encore de nombreuses ressources, dont 6 motos et 3 engins explosifs improvisés. Alors c'est un effort continu
contre justement ces laboratoires, ces plots logistiques. Effort continu qui avait déjà vu la saisie le 13 janvier dernier par le groupement tactique des airs l'AMI de nombreuses ressources dans un plot logistique, à savoir un laboratoire donc de confection d'engins explosifs improvisés, des motos, des téléphones portables, des fûts d'essence, du cordeau détonnant, des ceintures explosives, ainsi que du matériel médical. Troisième et avant-dernier point, cette fois pour évoquer Takuba, puisque les militaires français du Task Group franco-estonien, donc avec l'ULRI numéro 4, ont effectué des reconnaissances offensives ainsi que du harcèlement dans la région d'Ansango, qui s'affiche à l'écran. Et au cours de la progression, donc l'ULRI FAMA, appuyé par la task force Takuba, a surpris et a pu stopper la progression offensive d'un groupe armé terroriste. Et à l'issue d'un échange de tirs, les GAT ont pris la fuite. Et enfin, quatrième et dernier point sur les opérations multiples pour les composantes aériennes et aéroterrestres, avec 3 actions de combat que je vais maintenant décliner. Le 16 janvier, le déplacement suspect d'un groupe d'une trentaine de motos a été identifié par les moyens de renseignement de la force Barkhane au Burkina Faso, et plus précisément au sud de la localité frontalière de Boulikessi. Après une frappe donc aérienne et dépêchée sur zone en fin de matinée, c'est une patrouille de Tigres qui a effectué une action de feu contre ce groupe caractérisé comme un groupe armé terroriste. Les moyens engagés ont permis de neutraliser une dizaine de djihadistes et de détruire près d'une vingtaine de motos. Et donc la localisation est sur le petit 1 qui est apparu à l'écran. Le même jour, les moyens de renseignement de la force ont permis de caractériser donc, des djihadistes au sein d'un groupe armé terroriste dans un pick-up faisant route vers le nord-ouest de Ndaki, donc, qui se situe à l'est-nord-est de Ombori pour environ 80 km, dans un pick-up faisant route donc, vers le nord-ouest donc, de Ndaki. En fin d'après-midi, une frappe a permis de neutraliser la cible, le pick-up, donc le point numéro 2 sur la carte. Et enfin, le dimanche 17 janvier, le lendemain, au Burkina Faso, un groupe de plus de 40 motos identifiées donc comme formant un groupe armé terroriste a été repéré par divers moyens d'observation et de renseignement. Afin d'empêcher que cette colonne ne pénètre davantage vers les zones habitées, plusieurs tirs ont été réalisés par une patrouille de Tigres, permettant ainsi d'arrêter la colonne et de neutraliser plus d'une dizaine donc, de djihadistes du groupe armé terroriste et de détruire également une dizaine de motos. Voilà, j'en ai terminé, mais je voulais juste relater avec vous ces points particuliers donc, qui montrent la poursuite des actions de combat en coordination avec la force conjointe du G5 Sahel, impliquant la task force Takuba, ainsi que donc, des opérations combinées aéroterrestres. Et je reste bien évidemment tout disposé à répondre à vos questions. Colonel, j'ai 2 questions. Vous nous avez présenté toute une série d'actions particulièrement concentrées dans le nord du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Qu'est-ce que ça signifie? Contre quel GAT en particulier sont menées ces actions? Est-ce que c'est Ansarul Islam? Voilà. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, les actions que vous nous avez décrites en premier lieu, elles ont été menées également par des Maliens et des Nigériens sur le sol burkinabé. Dites-moi si je me trompe. Alors, oui. Et deuxième question, une rotation majeure va avoir lieu en février, à peu près en concomitance avec le sommet de Djamena. Je vais essayons de rester très factuel. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de PAX vont sortir de BSS et combien vont y rentrer à l'occasion de cette rotation majeure? Merci. Alors, je vais répondre à la deuxième question qui, en fait, est la plus simple. À ce jour, donc, toutes les études sont en cours et je ne suis pas en mesure de vous donner le in et le out. Pour l'instant, les travaux donc, de planification sont faits en sorte de pouvoir remplacer la totalité donc, de la force qui est en présence. Donc nous attendons les décisions. Quand elles seront prises, on les mettra en œuvre. Nous sommes en mesure de pouvoir effectuer ces différentes rotations et ces remplacements.
Donc vous avez plusieurs scénarios de rotation sur la table, j'imagine. Parce que j'ai du mal à croire que vous n'ayez pas de planification. Enfin, vous, il y a une planification. Les spécialistes de la planification, je ne peux pas croire une seconde qu'une rotation majeure ne soit pas prête à l'avance, des semaines à l'avance, même si évidemment vous gardez de la flexibilité. Mais pour des volumes pareils, il me semble exclu. Alors, vous ne voulez pas communiquer dessus, ça c'est tout à fait possible, puisqu'il y a un enjeu politique là-dessus. Mais que vous nous disiez que tout reste ouvert, ça me paraît bizarre. Alors je répète, j'affirme et je confirme que tout est mis en œuvre pour parer et répondre aux décisions finales quand elles seront annoncées. Sur la deuxième question, qui était en fait la première, donc sur le premier élément de mon propos, je voulais mettre justement l'accent sur la coordination qui existe entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, donc à l'occasion de deux actions, de deux exemples que j'ai pu vous citer. Le premier mettant en œuvre à la fois la force Barkhane, des éléments, des ETIA que j'ai annoncés, donc de la force conjointe du G5 Sahel, mais également des éléments nationaux, donc dans un premier temps, donc des camarades donc des forces armées maliennes, et dans le deuxième temps, un bataillon national burkinabé. Concernant maintenant la zone d'action, nous sommes toujours dans la région élargie des trois frontières. Les frappes donc, que j'ai pu mentionner avec vous, qui sont mentionnés à l'écran sur les points 1 et 3, sont dans une zone particulière, une zone d'influence du RVIM, et plus précisément la Katiba Gourma. C'est également une zone de prédation que se contestent à la fois le RVIM et le IGS. Et donc il est possible qu'il y a une possibilité donc de détection de rassemblement qui aurait été la préconfiguration de combat entre ces différentes factions. Oui, c'est Jean-Marc Tanguy pour une observation et 3 questions. L'observation, j'avais cru comprendre dans votre présentation du nouveau point presse que le point opération n'aurait lieu qu'une fois tous les 15 jours, même si évidemment on est ravis d'avoir des informations toutes les semaines. Donc je voulais savoir si j'avais mal compris peut-être, ou si vous avez décidé de changer d'avis sur ce point. Et les 3 questions maintenant, comme Daphné... Juste sur ce premier oui. point, on reste sur la fréquence bimensuelle que j'avais indiquée la semaine dernière. Les éléments d'actualité qui ont été présentés par le colonel Barbry justifiaient qu'il y ait un point d'opportunité de fait. C'est la raison pour laquelle on fait un petit briefing OPS aujourd'hui. Très bien, merci. Je suis comme Daphné, moi je n'arrive pas à comprendre comment quelques jours avant une relève, en fait, vous ne savez pas finalement ce que vous allez faire, alors qu'on sait parfaitement qu'avant d'aller en BSS, il y a un confinement préalable des militaires. Donc ça rajoute quand même une petite contrainte. On sait que les moyens aériens pour projeter ces militaires sont quand même comptés, même si on a reçu quelques Airbus neufs récemment. Mais donc je n'ose pas croire que vous ne savez pas où vous allez, mais je comprends comme Daphné donc, que vous ne souhaitez pas le dire. Est-ce que vous pourriez être précis sur les moyens aériens? Parce que quand il s'agit d'une patrouille de Tigre, on sait que c'est une patrouille de Tigre. Par contre, quand il s'agit d'ISR, vous n'êtes pas plus précis que ça. On n'entend pas le mot chasseur non plus dans vos bilans. Alors, est-ce que ça veut dire que les chasseurs ne volent plus en ce moment ou est-ce que finalement, il n'y a pas d'activité de leur part? Et enfin, la semaine dernière, lors du point presse, j'avais demandé s'il était possible d'avoir une synthèse sur les saisies des ressources qui sont prises au GATT. Alors vous avez essayé d'être plus précis cette fois-ci. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail des camping-gaz. Mais néanmoins, l'esprit de cette question, c'était de dire sur l'année 2020, par exemple, combien d'IED vous avez pu récupérer avant même qu'ils soient posés, par exemple. Combien d'armes et être un petit peu précis sans pour autant rentrer dans une logique de body counting, dont je sais que vous n'avez pas envie de rentrer dedans. Mais néanmoins, à la guerre, c'est ça aussi, il faut faire des bilans pour fixer un petit peu les choses. Et ça permet comme ça de mieux comprendre ce qui se passe. Merci. Alors, je note 2 questions sur les moyens de renseignement. Les moyens de renseignement sont multiples et pour des raisons de sécurité opérationnelle. Et compte tenu des moyens qui ont été engagés, je ne souhaite pas communiquer davantage sur ce qui a été mis
au sol, en l'air, ou les différentes méthodes qui ont prévalu à la détection et au renseignement de ces groupes armés terroristes. La chasse vole toujours, pour autant elle n'est pas exclusive. Sur le deuxième volet, votre demande a bien été prise en compte. Donc nous allons regarder avec une méthodologie particulière ce qui sera le plus expressif et le plus pédagogique pour répondre, dans le souci de la sécurité des opérations toujours et pour autant, donc répondre à votre question sur les différents bilans en fonction des ressources et du périmétrage. Vous envisagez bien que c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps et on reviendra vers vous dès qu'on aura consolidé soit une cartographie, soit un bilan chiffré. Oui, je voulais revenir un petit peu sur la polémique autour de Bounty. Human Rights Watch réclame une enquête indépendante. Je ne sais pas si celle de la MINUSMA, promise par la MINUSMA, a débuté, si la collaboration se fait bien avec Barkhane, si vous avez des précisions sur le sujet. Alors, pas de commentaires particuliers à faire sur les différents commentaires ou demandes qui sont réalisées au prononcé. Encore une fois, ce que j'indiquais la semaine dernière, c'est que la force Barkhane se tient prête à répondre aux différentes questions. Je pense enfin que la ministre, encore hier en audition, a été très claire sur cette frappe et les éléments qui ont été fournis donc par le ministère des Armées et par l'état-major des Armées. Oui, cette fois, je vais essayer de ne pas oublier de me présenter. Pierre Alonso de Libération. Je fais suite à la question de mon collègue, puisque Human Rights Watch cite 3 habitants qui parlent d'un mariage le 3 janvier à Bounty. Vous, dans votre communiqué du 7 janvier, vous disiez qu'il n'y avait pas de mariage. Est-ce que vous maintenez cette position ? Ou est-ce qu'au vu des éléments nouveaux, vous reconsidérez Il n'y a aucun élément nouveau. L'état-major des armées confirme mot pour mot le communiqué de presse tel qu'il a été édité. Aucun indice, aucune observation de rassemblement, qu'il soit festif ou du niveau mariage, n'a été observé avant ou au cours de la frappe. Pardon, juste une autre question qui vous concerne, colonel. C'est sur les USAT, les unités spéciales antiterroristes dont on entendait pas mal parler l'année dernière, notamment au printemps, puisque certaines avaient été formées par Barkhane. J'ai l'impression qu'elles ont un peu disparu des radars. Alors je me demandais si elles avaient été fondues dans les ULRI, enfin voilà ce qui était devenu les USAT. Alors je n'ai pas les éléments précis de réponse à cette question et je reviens vers vous dans la journée ou d'ici demain pour vous donner le devenir de ces USAT. Monsieur Tanguy, peut-être vous connaissez, restez là. Oui, Jean-Marc Tanguy, indépendant. En l'espace de moins d'une semaine, 3 militaires, alors ils ne sont pas tous d'actifs, hein, ont écrit des livres qui sont... Ah pardon, ça marche pas. Oui, vous m'entendez ? Oui, donc là je comprends qu'on passe à la dernière partie de ce point presse, qui est les questions d'ordre général. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans ces livres, il y a aussi des éléments parfois troublants sur certaines opérations. Donc, quelque part, on est encore un peu dans le sujet opération. Donc, en moins d'une semaine, pas moins de 3 militaires ou anciens militaires sortent des livres sur ce qu'ils ont fait ces dernières années au ministère des Armées. Alors, il y a d'abord un ancien pilote de chasse. Ensuite, il y a un gendarme. Et désormais, puisqu'il a créé un compte Twitter hier, on sait que c'est aussi le cas pour un marin qui est un ancien commando marine. Mais par contre, ce qui est troublant, c'est que tous ne sont pas hors activité. Et je voulais savoir s'il y avait eu un changement en fait, d'appréciation du commandement sur comment on fait un livre quand on est militaire d'active, qu'est-ce qu'on peut dire dedans, est-ce que c'est relu, etc., etc., etc. Donc je suis à la fois étonné de la multiplication de ces livres, puisqu'on a quand même en moins d'une semaine un gendarme, un aviateur et un marin. Et manifestement, ce n'est pas des livres qui sont cautionnés forcément par leur commandement. Et je voulais savoir s'il y avait eu un changement dans la manière dont le MINARM considère ce genre de projet. Ce n'est pas des BD, hein, j'entends. Il s'agit à l'évidence d'initiatives personnelles qui n'ont pas été cautionnées ni par le commandement ni par l'institution, sauf si mes camarades des OECD souhaitent apporter une inflexion à ce que je dis. Ouais, je vais m'exprimer au nom pour ce qui concerne le cas de l'officier de marine qui donc a effectivement écrit un livre
Donc c'est un commando marine. Donc il est toujours en activité jusqu'à l'été prochain. Et en l'état des choses, effectivement, la Marine nationale ne cautionne pas l'œuvre. Concernant l'aviateur, vous pouvez juste confirmer le livre, en l'occurrence, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Ok, il n'est plus en activité. Voilà, merci. Oui, question au fond, monsieur Alexandre. Oui, bonjour. Oui, c'est peut-être une question pour le commandant Lavaux au sujet du groupe aéronaval qui prendra prochainement la mer. Est-ce que les marins seront vaccinés prochainement? À ce stade, c'est moi qui prends la réponse, mais on est bien aligné avec le commandant Lavaux. À ce stade, on n'a pas spécialement de commentaires à faire. On reviendra vers vous prochainement sur cette question. Voilà. Autre question d'ordre général ou particulier? Sans regret? À moins qu'il y ait des questions en audio? Non? Eh bien, ça conclut le point presse d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi 27, où nous nous déplacerons à Saint-Dizier. Merci encore à l'Armée de l'air et de l'espace pour nous accueillir. Pour ce premier point presse délocalisé de 2021. Bonne journée à tous.